Selon le rapport sur la santé des professionnels de santé du 9 octobre 2023, un professionnel de santé qui va bien, c'est un professionnel de santé qui soigne bien. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Comment le bien-être des soignants peut-il influencer tout le système de santé, des équipes médicales jusqu'aux patients ? Pourquoi il semble essentiel de repenser le système avec une approche pluridisciplinaire des parcours de soins ? Et quels leviers devons-nous actionner pour transformer durablement cette dynamique ? Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir le docteur Jérôme Boisiz pour plonger dans cette réflexion essentielle. Ensemble, nous explorerons son parcours de médecin et entrepreneur et nous verrons comment mieux accompagner nos soignants pourrait redéfinir l'expérience du soin et impacter positivement notre société tout entière. Jérôme Boisiz, vous êtes un gynécologue obstétricien passionné, reconnu pour votre expertise en médecine de la reproduction et votre engagement à révolutionner la santé. Visionnaire et novateur, vous vous attachez à transformer les soins médicaux en intégrant une approche profondément holistique, humaine et technologique. En 2018, vous cofondez One Clinic, une clinique pionnière qui allie technologie de pointe, comme l'intelligence artificielle, et stratégie de soins préventifs. Ce modèle innovant s'étend aujourd'hui à la gynécologie, l'ophtalmologie, la santé mentale ou encore la gestion des risques cardiovasculaires. Vous mettez au cœur de votre projet des principes fondamentaux tels que la Value-Based Healthcare pour offrir des parcours de soins fluides et véritablement centrés sur les patients. Porté par votre motto inspirant « Care is contagious », vous prenez une médecine où chaque interaction patient-médecin devient un moment riche de sens, rendu possible grâce à une technologie, libérant du temps pour la relation humaine. Vous incarnez une vision durable et globale de la santé, axée sur la prévention et le respect des besoins de chacun. Sensible aux défis rencontrés par les soignants, vous mettez également un point d'honneur à promouvoir des environnements de travail sains et collaboratifs. Pour vous, prendre soin des équipes médicales est un levier essentiel pour garantir un accompagnement optimal des patients, dans une logique pluridisciplinaire. Aujourd'hui, vous partagez avec nous une vision audacieuse d'une santé intégrative et humaine, où le soin des soignants est indissociable de celui des patients. Jérôme Boisiz, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, justement. Alors, on va commencer par notre première question signature. Tout le monde y passe, pas le choix. Tout le monde y passe, alors j'y passe. Comment définiriez-vous la performance ? La signature, elle n'est pas simple. Hein. Non, elle n'est pas simple, c'est pour ça que vous commencez par le compliqué. Ça m'est arrivé de réfléchir à ça. Qu'est-ce que c'est la performance ? C'est quoi la différence entre la performance et l'efficacité ? Et puis finalement, de quelle performance on parle ? Est-ce que c'est la performance physique ? Est-ce que c'est la performance artistique ? C'est la performance d'entreprise ? C'est quoi qui réunit tout ça ? Je pense que la grande différence entre juste un succès et une performance, c'est la durabilité et c'est le fait d'avoir des ambitions importantes, mais aussi d'avoir un impact qui est durable avec ça. Pour moi, le meilleur contre-exemple de la performance, c'est le sportif qui se dope, c'est pas une performance de réussir. Il n'est pas aligné avec sa vision, il n'est pas aligné avec la vision de l'effort, du sport, de ce qu'on va réussir. La performance, c'est une grande ambition et un impact durable. Et pour moi, le summum, c'est de réussir à inspirer les personnes qui sont autour de soi pour aussi performer davantage. C'est pas très médical, mais voilà, c'est ce que j'en pense en tout cas. Super. Et justement, on parlait de vision et d'ambition. Qu'est-ce qui vous anime, vous ? Quelle est votre mission de vie, d'une certaine façon ? Alors, je suis médecin et donc je soigne des patients, j'en prends en charge. Mais ce qui m'anime, et depuis presque toujours, c'est de trouver des solutions
justement pour le soin, pour d'autres choses, mais en tout cas de se dire que il y a un système, il y a plein de choses qu'on peut changer et on peut trouver des solutions, on peut trouver des raccourcis pour mieux soigner la population. Voilà, on en parlera peut-être après, mais je suis convaincu qu'en France, on a quelque chose d'exceptionnel comme système de santé, qu'il est en grande souffrance, mais qui a des solutions et qui a les moyens pour pouvoir les mettre en place. Et donc moi, ce qui m'anime, c'est ne pas accepter la lourdeur administrative, les difficultés, c'est de se dire ok, on peut faire autrement et c'est possible de faire autrement. Et puis tous les jours, finalement, voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas, de changer, de ne pas accepter que le système soit figé. Ça fait tous les impossibles qui bloquent souvent les, les ambitions de tout le monde. Tous les rouages, Ouais. tout à fait. Et alors justement, on a envie de commencer par votre parcours, en fait, la genèse de votre motivation dans tous les projets que vous avez lancés par la suite. Qu'est-ce qui, dans votre chemin de vie, vous a, alors personnel ou professionnel, mais vous a amené à être tout d'abord médecin, puis choisir la spécialité de gynécologue obstétricien, et ensuite entrepreneur et fondateur de One Clinic? Pour les deux, que ça soit... pour tout ça, Oui. pour moi, c'est les rencontres qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, et la famille. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé encore le gène de la famille médicale, mais je fais partie d'une famille médicale sur 3, mais en 4 générations là. Donc très jeune, à l'âge de 10 ans, je savais que je voulais être médecin. Je voyais mon père qui faisait SOS médecin, et puis j'étais avec lui dans la voiture, et puis je voyais l'impact qu'il avait sur les gens. Voilà, je viens de Nice, et je voyais qu'il aidait véritablement les gens. Mais aussi très tôt, ce que j'ai vu, c'est ma mère qui n'était pas du tout soignante. J'ai vu l'impact qu'elle avait par l'humanité qu'on pouvait avoir, et donc pas par le traitement. Et très vite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui dépassait le traitement ou que le médicament. Et finalement, voilà, mes parents, en tout cas, ils avaient un impact qui était au moins aussi important, alors que ma mère ne faisait pas de soins. Et par sa bienveillance, par son écoute, très petit, je comprenais pas pourquoi on l'appelait pour lui demander des conseils, et quand ça allait pas, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très jeune, quoi. C'était une évidence pour moi de faire médecine, de pouvoir aider les gens au quotidien. Et la spécialité, justement, gynéco La spécialité, mon père faisait aussi des accouchements, mais en fait, ça, je l'ai choisi beaucoup plus tard, quand j'ai commencé à aller à l'hôpital, et on n'y pense pas très souvent, mais la gynécologie obstétrique, c'est la seule spécialité vraiment de vie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent en bonne santé, qui repartent en bonne santé, et qu'il y a un être humain en plus. Et ça change tout dans les relations, et ça change tout dans la magie c'est de la santé sans être de la santé. C'est-à-dire que la reproduction, c'est de la santé sans être de la santé. C'est quelque chose qui est lié à l'espèce, et c'est quelque chose de magique. Et toutes les personnes qui ont été en salle d'accouchement diront que chaque fois, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Et très vite, j'ai senti que voilà, j'adorais la chirurgie, j'adorais plein de choses, mais que ce moment-là de vie, il change tout. C'est un autre métier, la gynécologie obstétrique, et finalement, je me suis tourné vers la fertilité, qui est encore voilà, une autre étape de la vie, mais quand finalement je suis entrepreneur aujourd'hui, c'est aussi lié à ça. C'est la créativité, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas là, et le fait de chercher des solutions. Et donc, j'ai eu plein de rencontres, aussi bien médicales que non médicales, qui m'ont amené finalement à me dire que c'est possible. Voilà, parfois on parle de mentor. J'ai eu la chance de travailler avec le professeur René Friedman, qui m'a aussi bien éduqué sur le médical que la psychologie, et finalement, alors que c'est un sujet qui l'intéresse pas forcément, même sur la partie économique de ça, et sur le fait qu'on peut faire des choses et qu'on ne doit pas accepter ce qu'il en est. Et moi, je considère que souvent on dit « Ah non, les médecins, ils peuvent pas être entrepreneurs, et ils sont trop cartésiens pour ça, et c'est difficile », mais moi, c'est pas du tout ma vision des rencontres ou des proches que j'ai. Je trouve qu'il y a une similitude entre le fait d'être soignant, de recevoir des gens avec un problème, d'évaluer la gravité, d'évaluer les facteurs de risque, d'évaluer le risque, de prendre des décisions, et puis de prendre des décisions plus ou moins urgentes, de gradifier l'urgence.
c'est le métier de médecin. Et c'est quasiment, pour moi, le même métier d'entrepreneur. C'est le même métier. Ouais. Voilà, c'est faire le diagnostic, le risque, l'urgence. Exactement dans ça. Et une de mes associées, voilà, son mari a un poste très important avec plein de responsabilités. Et un jour, il nous disait, mais en fait, la responsabilité qu'on a en salle de naissance de devis, elle est bien supérieure à mon tableau Excel de mon budget. C'est sûr. Parfois, il faut prendre ce recul, on n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours, mais du coup, je trouve que les médecins, ils ont ça en eux parce que c'est leur quotidien. C'est très juste. Et quand on me dit qu'ils ne sont pas créatifs ou qu'ils ne cherchent pas des solutions, bah, je ne suis pas d'accord. C'est même le principe de la recherche. C'est-à-dire que la recherche, c'est faire des expériences, se tromper, apprendre de ces expériences, refaire, et ne pas accepter l'échec. Et l'entrepreneuriat, bah, c'est cette résilience de ne pas accepter l'échec et de se dire, OK, il y a une solution, il y a une alternative, il n'y a pas que celle-là. Donc pour moi, ça a été naturel et je ne suis pas du tout à ma première aventure entrepreneuriale et j'ai commencé à 19 ans et voilà, c'était mon ADN très très tôt. Et pourtant, c'est quand même deux choses qui, en France, sont plutôt opposées, plutôt même mal vues ouais. Et on peut même, ça peut même remettre en question le titre de médecin. Enfin, en tout cas, dans mon entourage, je sais que ça a été, pour d'autres entrepreneurs et médecins, ça a été une vraie question. Donc, c'est quand même hyper malaisant dans notre pays qu'on n'arrive pas à comprendre ce parallèle qu'il y a entre la santé et la médecine et l'entrepreneuriat qui est juste un désir de faire évoluer les choses dans le bon sens et d'avoir un impact. Alors, c'est vrai qu'on est sûrement en retard dans les mentalités pour ça, mais l'éthique française de la médecine française, il permet de mettre des barrières très importantes qui parfois paraissent bloquantes, mais qui sont très puissantes. Moi, j'ai eu la chance de travailler à l'étranger, de voir beaucoup de systèmes, et bah, on ne se rend pas compte de la chance en France de notre système de santé. On a des difficultés d'accès aux soins, mais on n'a pas de difficulté à l'expertise aujourd'hui en France ou au traitement qui est très compliqué ou très coûteux pour la société. Et la formation de nos médecins, elle est très importante. Maintenant, le sujet qui est toujours difficile, c'est de se dire, OK, est-ce qu'il y a une question de rentabilité, de profit ? On a l'impression que c'est des gros mots. C'est des gros mots, tout à fait, c'est exactement ça. Pourquoi j'ai accepté de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale ? C'est parce que j'ai eu aussi la chance de découvrir une thématique qui réconciliait tout ça, qui s'appelle le Value-Based Healthcare. C'est de se dire, OK, qu'est-ce qui crée de la valeur ? Qu'est-ce qui crée de la valeur en santé ? Et c'est ce qui arbitre tous nos choix aujourd'hui, et c'est de dire, est-ce que je crée de la valeur ? Et donc la valeur en santé, c'est pas une valeur financière, c'est pas le nombre de patients que je vais voir, c'est le tout. Et c'est le tout avec une considération médico-économique, court ou long terme, mais en tout cas, je suis très à l'aise avec ça et j'ai aucun problème et je suis je veux dire, très à l'aise d'être entrepreneur et médecin et personne ne pourra critiquer ni l'éthique de ce qu'on fait ni l'impact qu'on a et justement je sais qu'on peut faire des choses différentes là. Mais oui, c'est pas forcément les mentalités françaises maintenant. Voilà, je pense que c'est à peu près comme tout le monde, hein, si j'écoutais ce qu'on peut dire ou ce qu'on peut penser, j'aurais pas fait grand-chose, mais voilà. Et justement, par rapport à cette recherche de valeur, et pour peut-être être encore plus dans le sujet d'aujourd'hui, vous avez mis en place par le biais de votre réseau One Clinic, un dispositif One Stop Clinic, et vous avez choisi de construire une méthode de travail en écosystème avec des soignants et des disciplines de soins, on va dire de façon plus générale, diverses, justement avec une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi justement cette idée-là ? Comment ça fonctionne ? Et aussi, qu'est-ce qui fait que vous choisissez telle personne et pas une autre au niveau de la philosophie générale, en fait, du concept ? J'ai eu la chance de travailler en Angleterre, où j'ai
découvert l'hospitality. C'est-à-dire que le cadre dans lequel on reçoit les patients, il n'a rien à voir avec nos cabinets médicaux. Le niveau de service qu'on peut faire, et c'est vraiment du service aux patients, il n'a rien à voir. Je suis désolé pour le NHS, mais j'ai pas du tout été impressionné par le NHS par rapport à ce qu'on est capable de faire en France. Et j'ai eu la chance, après ça, de travailler en Israël, où au contraire, l'hospitality, c'est pas du tout le cas. Par contre, le niveau chirurgical, le niveau de débriefing, la place des experts fait que c'était impossible de travailler dans un secteur privé si on n'était pas aussi en public. Et je suis revenu en me disant, en fait, si on me demande aujourd'hui en France où sont les meilleurs soignants, en macro, bien sûr qu'il y a des exceptions, mais en macro, ils sont à l'hôpital. D'accord ? C'est-à-dire que quand on est resté à l'hôpital et quand on a géré des cas difficiles et qu'on a formé des plus jeunes internes et qu'on a eu les staffs, on a naturellement une évolution de carrière qui tend plus vers l'expertise. Quand on n'est que dans le libéral, c'est pour ça que je dis c'est en macro, il y a des exceptions bien sûr, mais quand on n'est que dans le libéral, très vite on peut être submergé par l'administratif qui prend le pas sur la science et sur la formation continue. Et je suis revenu en me disant, ok, essayons de faire ça, construisons à la fois l'hospitality pour que les patients, les médecins se sentent bien, et essayons d'avoir les experts aujourd'hui. Donc, une partie des médecins, c'est pas tous les médecins qui nous rejoignent, c'est vraiment les experts qui nous rejoignent, mais déchargeons tout ce qui ne va pas quand on est seul dans son coin. Et essayons d'amener ce qu'il y a d'excellent à l'hôpital, mais de l'amener différemment en ville. C'est-à-dire le fait de faire des staffs, le fait de faire de la formation. Et pour ça, il faut libérer du temps. C'est-à-dire quand on dit qu'il manque du temps médical, il en manque aussi pour se former. Et de mon expérience, j'avais travaillé en équipe et puis dans plein de modèles différents, en privé et en public, et je voyais que souvent on était juste colocataires. C'est-à-dire que aussi bien pour des questions de dossier médical que de logistique, quand j'adressais une patiente chez le psychologue, je savais ni si elle avait été vraiment le voir, ni même ce que lui me recommandait, s'il me recommandait d'attendre le traitement pour commencer une fécondation in vitro ou pas. Et je trouvais que cette colocation, elle faisait perdre beaucoup à l'efficacité, beaucoup aux patients. Et aujourd'hui, je suis convaincu, même beaucoup pour la société en termes de coûts, parce qu'on refait les examens, on revoit les gens, et puis on n'avait pas cette communication. Et donc on a décidé de tous se mettre sous le même toit et de dire, ok, quand on travaille ensemble, on travaille vraiment ensemble, on n'est pas juste colocataires, on a le droit d'aller demander un avis à l'expert qui la porte d'à côté, et même si on est, on n'a pas à avoir honte à demander un avis, comme on le ferait à l'hôpital, on doit pouvoir le faire aussi en libéral, et c'est ce qu'on a fait, et du coup, tout le monde fait partie du même groupe. Et cette cohésion de groupe, le fait de se dire on avance ensemble et on n'est pas colocataire et les soins qu'on va faire, ils sont forcément des soins de groupe, ça permet de le faire, mais même sur des détails techniques. C'est-à-dire le fait d'avoir le même dossier médical partagé là, tout en respectant le secret professionnel, ça change complètement la donne pour le patient de savoir que c'est pas un numéro, qu'on sait de quoi on parle. Et comment on a choisi les gens qui nous rejoignaient ? J'ai d'abord lancé l'aventure avec deux amis gynécologues, le docteur Marc Even et le docteur Frédéric Isnard, où on était tout de suite alignés sur le fait que la santé de la femme, c'était beaucoup trop compliqué pour le faire tout seul. Que la femme, c'était beaucoup trop compliqué et qu'on ne se ferait pas de concurrence à travailler ensemble, mais qu'au contraire, nos expertises différentes et complémentaires font qu'on allait très vite créer un pôle d'attractivité ensemble. Et ça a marché. Tout de suite, on s'est dit, on va pas travailler qu'avec des médecins, on va tout de suite intégrer des paramédicaux avec nous parce que c'est notre conviction profonde, ça. Et donc, on a testé, on s'est planté, on a fait des modèles financiers qui n'allaient pas pour ça. Et assez rapidement, on s'est dit, en fait, la santé de la femme, c'est la santé de la famille, en fait. C'est la femme qui prend en charge toute la famille, qui prend les enfants, qui prend le mari, et qui a cette notion de prévention. Alors l'homme, il ne va pas tous les ans chez le médecin. C'est un concept, la prévention. Pour la femme, c'est une réalité annuelle de faire ça. Et on était à peu près à ce stade-là. Et puis quand je disais, c'est des rencontres, l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui est Nathaniel Amselem, qui venait pas du tout de ce monde-là.
avec qui on s'est assis sur c'est quoi notre vision et comment on peut aller plus loin. Et donc, en fait, voilà, pour l'historique, ça s'appelait Point Gine au début, et puis après, ça s'est appelé One Clinic pour dire il y a la santé de la femme, mais il y a tout le reste. Si on veut vraiment aller loin, il faut qu'il y ait tout le reste. Et donc, comment on choisit aujourd'hui on va dire les soignants et les non-soignants. Finalement, les non-soignants, c'est pour que ça marche en santé, c'est pas qu'une question de compétences techniques. C'est-à-dire qu'il faut, c'est un univers particulier avec des codes particuliers, et il faut avoir l'envie de prendre soin de tout le monde, même quand on n'est pas soignant et qu'on travaille dans la santé. Et pour le côté médical, ce qui est très dur dans le recrutement, mais on essaie de recruter des experts, mais en même temps des experts qui ont le moins d'ego possible. Je pense que ça, il faut beaucoup d'humilité justement pour rentrer dans ce type de réseau. J'avoue qu'on a parfois eu d'excellents chirurgiens qui nous ont dit en fait je peux pas travailler avec vous. Moi je veux que ça se passe comme ça et pas comme vous, et c'est pas vous qui allez me dire qu'on va tester un truc, et j'en suis navré, mais il n'y a pas tout le monde qui a cette flexibilité. C'est pas facile, mais en tout cas, voilà, les gens qui nous rejoignent ont plutôt cette flexibilité et cette volonté de travailler ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment une tendance de ne pas travailler seul, isolé dans son coin, mais c'est pas juste pour être isolé dans son coin. Là, la médecine, c'est vraiment un sport d'équipe, et ça marche à l'hôpital, et on peut prendre des cas plus graves parce qu'on joue en équipe. Et en ville, il faut que ça soit la même chose. Mais ouais, je suis très fier des profils qui nous ont rejoints et des experts qui nous ont rejoints. Et notre statut, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notre statut fait qu'il faut être expert. C'est-à-dire qu'il faut être chef de clinique, avoir été praticien hospitalier pour nous rejoindre. Il faut avoir une expérience. Et finalement, on a eu des hospitaliers qui nous ont dit, moi, en fait, j'adore l'hôpital. Ce que je fais à l'hôpital, je peux le faire nulle part ailleurs. La chirurgie robotique que je fais, personne ne va vouloir que je la fasse, mais j'aimerais bien aussi avoir une activité qui est différente. Mais je ne vais pas me lancer à moitié-moitié, tandis que nous, on leur permet de venir même un jour par semaine, puisqu'on va gérer tout l'administratif, tout ce qui est autour, toute la logistique, qui fait que le médecin, quand il vient, il peut faire que du médical et du médical en équipe. Et ça, il ne peut pas le faire dans un cabinet tout seul aujourd'hui. Oui, bien sûr. Mais je pense que ce dont vous avez parlé, là, cette question d'humilité, ou en tout cas de ne pas mettre son ego, de placer comme il faut son ego d'une certaine façon, je pense que c'est un peu la clé souvent pour travailler en équipe. Et c'est vrai que c'est parfois un petit peu, un peu difficile, mais c'est bien de le reconnaître aussi quand on est concerné, de se dire là, c'est pas possible pour moi, et voilà. Mais j'avoue que quand on a travaillé à l'étranger, puis qu'on arrive dans un hôpital où on nous a pas vu grandir, comme quand c'est le cas quand on est jeune médecin là, on se dit, en fait, ils pensent que je sais rien faire. Et j'ai eu la chance de le faire 2-3 fois où je me disais, en fait, c'est pas grave de refaire ses preuves et de travailler en équipe et de montrer que oui, on peut faire l'autre tâche. Et il y a 0 tâches qui sont dégradantes là. Et voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a créé ce projet. Et justement, est-ce que vous avez rencontré des écueils tout au long lorsque vous avez monté ce projet ? Enfin, j'imagine. Non, jamais. Voilà, tous les jours. Les plus gros, en tout cas, on va dire. Le plus dur, c'est l'humain. Bien sûr que le juridique, le réglementaire, il est difficile, mais le plus dur, c'est de réussir à travailler ensemble. Et de se tromper. C'est-à-dire que d'accepter de se tromper plein de fois sur les mêmes sujets, mais quand ça touche de l'humain, c'est compliqué. Pour moi, c'est vraiment le plus difficile, c'est ça. Le reste, je dis pas que c'est pas difficile, mais on peut aller chercher du conseil, on peut discuter, on peut externaliser quand on sait pas faire, mais prendre le temps de l'humain, prendre le temps de comprendre les personnes, c'est extrêmement difficile. C'est quelque chose, je pense que je n'évaluais pas à ce point la difficulté entre la vision et l'exécution. Je pensais que on avait une vision, et puis si elle était bonne, on allait nous suivre, parce que c'est comme ça que ça se passait à l'hôpital, mais c'est ça. C'est la communication entre la vision et l'exécution qui fait qu'il y a de l'humain, embarquer les personnes sur ça, que je trouve extrêmement difficile. Et en plus, avec 2 quand même groupes de personnes qui sont complémentaires, mais qui sont aussi différents, c'est-à-dire, et je parle pas des patients, mais là vraiment du staff, mais les médecins.
et ceux qui ne sont pas médecins, enfin ce que vous appelez les non-soignants. Je trouve ça d'ailleurs un peu dire de les appeler les non-soignants. Non, justement, nous, on les appelle pas nous, on les appelle tous les accompagnateurs de soins. Ok. Voilà, mais je sais pas rentrer dans ça. Mais on les appelle pas les non-soignants, on les appelle les accompagnateurs de soins. Peu importe ce qu'ils font aujourd'hui, que ce soit de la finance ou du planning ou des RH, on considère que tout le monde est accompagnateur de soins. Et donc, quels écueils vous avez rencontrés justement dans la mise en communauté de ces deux types de profils qu'on oppose à tort dans notre société, mais quand même, qui culturellement ne s'associent pas forcément, quoi. Alors d'abord, il y en a un qui est quand même très classique des médecins. Les médecins, ils travaillent à peu près 7 sur 7 tout le temps. Quand on a beaucoup de médecins, ils pensent que c'est normal d'envoyer un texto à l'assistante le dimanche soir à 23h pour sa consultation du lendemain. Mais ils le pensent parce qu'il n'y a rien de plus important que ça pour lui demain et qu'il y a pensé tout le week-end, qu'il ne fallait pas rater ça et qu'il va quand même le faire. Donc la première difficulté, c'était d'expliquer à la fois aux médecins de dire ok, on est à votre service, mais il faut quand même respecter les équipes qui sont là parce qu'elles n'ont pas forcément le même engagement et elles ne travaillent pas forcément 7 sur 7 comme vous là, parce que vous avez travaillé là, vous avez été faire une garde et pour vous c'est pas le même continuum temps votre lien avec le travail, et l'équipe en face qui peut se vexer de dire mais il n'y a pas de limite là. Donc ça c'est expliquer que le degré d'urgence ou le degré du médecin n'est pas un caprice de diva, mais vraiment sa responsabilité là, c'est très difficile. Et ce qui marche le mieux, c'est quand les équipes passent du temps avec les médecins. Donc parfois il y a des personnes qui vont opérer et qui veulent juste voir ce que c'est un bloc opératoire pour comprendre le niveau de stress et ils viennent juste en visiteur. Il y a des personnes qui veulent voir des actes techniques où on leur propose d'assister à ça. Parfois on fait des retours avec des patients où justement les accompagnateurs de soins peuvent entendre les patients ce qui n'a pas marché dans ce qu'on a proposé là, et on essaie de les sensibiliser le maximum au fait qu'on fasse du soin et au fait que l'urgence, chez nous c'est l'urgence médicale et c'est pas l'urgence administrative ou du mail ou truc, que ça c'est une urgence. Mais il y a un sujet qui revient souvent où les médecins en consultation, ils ont des salles de consultation qui peuvent être différentes et puis si une personne change quelque chose ou si les pinces sont pas à la même place, on s'est retrouvé dans des situations qui étaient lunaires, où le médecin pouvait être hystérique parce qu'il ne trouvait pas sa pince, mais elle était juste le tiroir d'à côté. Ou expliquer aux équipes qu'en fait, le médecin, il est concentré parce qu'il est en train d'essayer de faire un acte de colposcopie, en l'occurrence, donc dépistage de cancer du col, et qu'il ne veut pas chercher sa pince. Il a une responsabilité tellement importante à ce moment-là. Bien sûr que c'est facile de chercher le tiroir, mais il ne veut pas. Il veut être concentré sur le patient. Et ce qui est autour, il faut que ça soit extrêmement stable. C'est ça qu'on essaie de construire, nous, c'est la stabilité qui est autour. Mais oui, ça crée des tensions, parce que il y a des médecins qui vont être très relax et qui vont dire c'est bon, c'est là, je sais le faire. Et il n'y a pas de règle. Je veux dire, ça dépend pas de l'expérience. Non, c'est la personnalité. C'est la personnalité et sa gestion du stress face à ça. Et je pense que ce qui aligne tout le temps les équipes, c'est les enjeux. C'est de se dire, en fait, l'enjeu, il est tellement important là qu'on ne peut pas le rater. Donc voilà, mais c'est tout sauf facile. Et pour revenir à l'idée justement que à la base, si vous avez créé tout ce dispositif, c'était parce que pour travailler entre experts, entre tous les experts avec leurs différentes qualités justement et avoir cette idée d'équipe qui semble... C'est fou parce qu'en fait ça semble être une évidence, mais bon, ça l'est pas pour tout le monde a priori, c'est fou. Mais justement c'est tellement une évidence, peut-être encore plus une évidence aujourd'hui où les pathologies les plus régulières sont des pathologies chroniques en fait. Et donc presque évitable. Voilà, tout à fait. Et donc cette chronicité, d'une certaine façon, cette pluridisciplinarité. Voilà, tout à fait. D'une certaine façon, encourage, me semble évidente et indispensable face à cette chronicité de pathologie. Je ne sais pas ce que... Alors, il y a des choses très intéressantes dans ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le fait que il y a les habitudes de vie sur lesquelles on peut jouer et sur lesquelles on pourrait éviter
beaucoup de pathologies, beaucoup de complications. Et puis, il y a, donc on va dire ça c'est le côté préventif, et il y a le côté curatif. Aujourd'hui, on n'est plus à une époque où on est convaincu que le seul traitement, c'est la chimiothérapie. Et pendant des années, je pense que l'opposition entre les soins de support, ce qu'on appelle aujourd'hui les soins de support là, et la médecine traditionnelle, c'était lié au fait qu'on trouvait qu'on n'avait pas assez de preuves scientifiques pour dire, OK, mais c'est quoi vraiment l'impact de la psychologie dans la fertilité? C'est quoi vraiment? Montrez-moi que les fécondations in vitro, si elles ont vu le psychologue, ça marche mieux. Et quand on fait de la santé de la femme, très vite, on comprend que c'est le sujet, c'est pas que le résultat. C'est vraiment tout le parcours de soins, et même si on a un échec, même si on n'arrive pas à faire une fécondation in vitro, la manière dont on a accompagné les couples, ça change tout dans leur vécu, et ça changera tout dans l'impact à long terme de leur vie, avec ou sans succès là-dessus. Et je pense donc chez la femme, il y avait c'était presque naturel, les besoins de soins de support. Je dis pas que les femmes parlent plus que les hommes ont besoin, mais en tout cas, c'était quelque chose pour lequel elles avaient une sensibilité beaucoup plus importante, et nous, on était convaincus de ça. Et en fait, on est passé, aujourd'hui, on était convaincus qu'il fallait des preuves scientifiques, et des preuves scientifiques robustes pour ça. Aujourd'hui, on est capable de se dire, OK, ça c'est très bien, mais l'impact sur la qualité de vie, il est évident. Il est mesurable, cet impact. C'est peut-être pas l'impact complet sur la pathologie, même si c'est, je dis bien peut-être, parce que ça manque pas aujourd'hui des études qui montrent que on a un cerveau là, que la méditation, ça a un impact sur le cerveau, et que c'est pas des illuminés qui vont faire ça aujourd'hui. Donc, à la fois la science, elle rattrape ça, mais je trouve qu'à la fois le niveau d'exigence de preuves scientifiques, il a diminué. On s'accommode de se dire, OK, je ne sais pas si je vais mieux traiter cette pathologie-là. Par contre, l'impact que je vais avoir sur les douleurs, je ne vais pas traiter l'endométriose complètement parce qu'on va changer l'alimentation, parce qu'on va avoir un ostéopathe. Mais par contre, je suis à peu près sûr que je vais avoir un impact sur les douleurs et que je vais mieux accompagner la personne. Et le sujet, pour moi, c'est vraiment accompagner la personne. Parce que finalement, aujourd'hui, donner le bon traitement, le bon médicament, si le métier de médecin était juste ça, on aurait du souci à se faire, parce qu'on est à peu près sûr que toutes les solutions d'IA, elles seront plus performantes que le médecin pour ça. Donc nous, ça a été très vite notre conviction que le gold standard de notre prise en charge, il ne peut être qu'un parcours, et pas je vous vois et puis je vous revois 6 mois après et puis c'est rien passé entre-temps, parce que comme vous dites, c'est chronique. Ce qui a complètement changé chez nous, ça c'était la première partie de ce qu'on faisait, de se dire c'est chronique, mais il faut prendre en charge la chronicité, et il ne faut pas prendre en charge dans le diabète que le taux de sucre, il faut prendre l'intégralité là. Maintenant, la partie préventive dans laquelle on est rentré, c'est de se dire que chaque occasion qu'on a dans le parcours de soins, c'est une occasion d'avoir une prise en charge préventive. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que lorsque les patients nous rejoignent, peu importe le motif, même s'il est aigu, on prend un temps qui est un temps préventif. C'est-à-dire que voilà, il y a plein de questionnaires, il y a plein de choses qui sont normées pour ça, pour se dire, OK, quelle est l'évaluation des facteurs de risque globaux du patient qui vient aujourd'hui. Alors oui, ça s'organise, oui, on fait des tests, oui, voilà, on a développé une solution d'IA qui nous aide à ça, parce que c'est trop long, mais notre conviction, c'est que chaque patient doit pouvoir avoir, en plus de sa consultation pour son motif, la full picture de son état de santé et des actions de prévention qu'on pourrait avoir. Et voilà, on a lancé ça, et on se rend compte que une patiente qui vient pour un sujet aigu, qui vient pour son infection urinaire, mais à qui on va parler de ses troubles du sommeil, en fait, elle va nous décrire que ça fait 4 ans qu'elle en a, et que dans sa famille, il y a des antécédents cardiovasculaires sévères, et que peut-être il faudrait commencer à regarder quels sont ces troubles du sommeil. Pourtant, ce n'était pas du tout le sujet. Et notre conviction, c'est que plutôt que d'aller chercher un autre parcours qui est préventif, c'est comment faire en sorte que ça soit le même parcours. C'est pas, on va jamais chez le médecin avec enthousiasme ou avec joie, même pendant la grossesse, on a toujours peur d'une mauvaise nouvelle.
On se dit quand on est là, il faut qu'on soit capable de faire un peu plus là. Et c'est un peu ça le one-stop clinic que vous disiez, c'est de dire si déjà je suis là, faisons un petit peu plus parce que ce petit peu plus, le fait de pouvoir dire les choses et de se redonner ses priorités en santé, ça va changer les actions que je vais entreprendre, soit en tant que patient, soit en tant que médecin. Les deux vont pas avoir forcément la même stratégie alors que c'était pas du tout le sujet du jour. D'accord, très bien. Et quand on fait quand le patient vient et qu'il fait donc toutes ces différentes analyses supplémentaires, on va dire, est-ce qu'il y a un coordinateur, quelqu'un qui... On a des coordinateurs qu'on appelle des care managers chez nous, qui nous aident à tout ça. C'est-à-dire que le médecin seul, il peut pas faire tout ça. C'est pas forcément des analyses, hein, c'est parfois juste des questionnaires, et puis il y en a des très bons, et puis même la Sécurité sociale a travaillé sur des questionnaires de prévention, je sais pas si vous avez vu les campagnes, mais qui sont très costauds. C'est une 50aine de questions qu'il faut analyser, qu'il faut évaluer, et donc oui, il faut de la technologie pour ça, pour essayer de le faire, mais et il faut quelqu'un pour coordonner et pour aider le médecin, parce que sinon... Soit il y a trop d'informations, c'est-à-dire que lire les résultats de 50 questions, s'il n'y a pas un coordinateur, c'est quasiment impossible. Mais je trouve que la société a changé dans cette direction et les médecins aussi. C'est pas, en tout cas chez nous, ils ne voient pas ça comme une tâche supplémentaire, mais comme le meilleur soin possible aujourd'hui qu'on pourrait faire. Tout à fait. Ouais, non, c'est certain. Et justement, est-ce que vous avez des données, des indicateurs qui montrent l'impact de toute cette démarche, à la fois sur le bien-être des patients et à la fois sur le bien-être des soignants, en fait? Comme on a beaucoup de profils qui sont aussi hospitaliers et chercheurs, on continue ça. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche où on publie dans des revues scientifiques ce qu'on fait. Parce que, comme on disait, la preuve scientifique, elle est très importante. Donc oui, on a publié ce qu'on faisait sur nos parcours. Nous, ce qu'on appelle les parcours, c'est le fait de structurer qu'un patient a une pathologie chronique, qu'il voit un coordinateur, qu'on se fixe des objectifs et qu'on mesure au début et à la fin l'impact. Aujourd'hui, on le fait pour différentes pathologies et on mesure pour chaque pathologie ce qu'il y a de plus pertinent. Et en fait, tout le principe de la valeur en santé, c'est d'avoir des datasets comparables, mais c'est même comparable avec les meilleures équipes au monde, de dire, OK, c'est quoi, pour cette pathologie, quelle est la meilleure équipe qui a montré sa prise en charge. Et donc, c'est public, et on peut regarder ça, et on peut se comparer avec les équipes en disant, OK, nous, notre prise en charge, elle est très bien, mais est-ce qu'elle coûte plus cher ou moins cher, même à la société? C'est-à-dire le niveau de comparaison et de data qu'il existe, il est très puissant aujourd'hui pour aligner les parcours. Et donc ça, on le suit beaucoup. C'est beaucoup de patient reported outcome, de PROM, de questionnaires où c'est le patient c'est pas le médecin qui va dire oui, ça va mieux, c'est le patient qui décrit ça en début et en fin. Et on s'est planté complètement. C'est-à-dire qu'au tout début, j'étais pas sûr qu'il fallait un coordinateur. C'est-à-dire qu'au tout début, je me disais, on va laisser le patient choisir, on va mettre tous les soins de support et le patient va pouvoir tous les faire gratuitement. Alors, je me disais, lundi, ça va être plein. J'étais convaincu que lundi, ça allait être plein. Ça n'a jamais été autant un échec que quand j'ai fait ça. C'est-à-dire que les plannings étaient vides, ça marchait pas. Il n'y avait pas de coordination et pas d'objectif. Et puis, les patients ne sont pas forcément acteurs non plus de leur santé. Ils ont besoin d'être guidés, en fait. Ils ont besoin d'être guidés, ils ont besoin qu'on leur propose les différentes alternatives. Et en fait, ils ont besoin, comme tout le monde, et que ça soit dans le monde du travail ou de la délégation, ils ont besoin d'avoir des objectifs. Et se donner des objectifs de santé, c'est comprendre l'autre, c'est comprendre ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. On va pas, ça va être difficile d'arrêter le tabac, de faire du sport step by step. Et de réussir à faire ça. On a dû complètement changer les choses et justement rentrer dans ce cadre d'évaluation. Donc on a publié pas mal d'études sur ce qu'on fait, notamment sur l'endométriose, où ce qu'on mesure tout le temps, c'est l'impact sur la qualité de vie. On mesure sur les douleurs, on mesure sur le poids, on mesure plein de choses. Mais en tout cas, on veut être certain de tout le temps mesurer ça. Et je veux dire, il n'y a pas de surprise dans ça. L'impact, il est mesurable, objectivable. Voilà, là, on
on essaie de le faire sur le diabète et sur la télésurveillance, de montrer que notre prise en charge, oui, elle a un impact, mais là, on essaie de le faire un peu plus médicalement, de montrer qu'elle a un impact même sur les doses d'insuline qu'on va avoir, parce qu'on a réussi à mieux accompagner les patients et le plus tôt possible dans leur pathologie. Donc oui, on est très datavore depuis le début, mais c'est aussi ces profils hospitaliers de médecins qui apportent cette culture-là et qui sont d'accord pour prendre le temps, qui sont d'accord pour regarder oui, parce que ça prend de l'énergie aussi. Ouais. Ouais. Ouais, mais c'est ce qui est motivant. Une fois qu'on a prouvé les choses, si on les a pas prouvées, c'est encore plus dur de réussir à les exécuter. Quand on les a prouvées scientifiquement, alors on peut aller un peu plus loin. Une caution. Et justement, donc on disait, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais c'est aussi une volonté des soignants. Et dans toute cette approche-là, bien sûr, il y a un bénéfice et un impact très important pour les patients, mais aussi, j'ai envie de dire, pour les soignants qui s'y retrouvent peut-être davantage dans cette organisation-là. Et bon, c'est un sujet qu'on a dans tous les journaux télévisés ou autres. Voilà, forcément, les soignants sont de plus en plus en difficulté, et surtout dans les hôpitaux, on se rend compte qu'ils se sont de plus en plus délaissés. Il y a un nombre de grèves qui sont totalement restées presque dans le silence, parce que les soignants sont en grève mais continuent à travailler, hein, donc voilà. Pas le brassard voilà, qui fait c'est peur. Ça. Est-ce que avec la mise en place de votre clinique, de tout ce concept-là, mais aussi avec vos différentes discussions avec d'autres médecins, vous avez l'impression que ce soin du soignant, le bien-être du soignant, ça commence à évoluer au niveau de la place qui est prise dans la société ou pas? Est-ce que vous avez l'impression que c'est toujours quelque chose qui est délaissé et au profit plutôt du patient? Je ne sais pas, comment vous pourriez mettre un vecteur par rapport à ça? D'abord, on pousse les soignants à ne pas travailler temps plein. C'est-à-dire qu'on essaie de leur dire, en fait, il y a une charge de stress importante, essayez de travailler 4 jours et pas 5 jours. C'est-à-dire que dès qu'ils nous rejoignent, on essaie de les pousser. Il y en a qui veulent à tout prix travailler 5 jours, mais la majorité des personnes chez nous ne travaillent pas 5 jours et 4 jours. Et ça change tout dans la capacité à prendre du temps pour soi, à prendre du temps pour regarder les dossiers, à prendre du temps pour se former ou à prendre du temps pour sa famille. C'est-à-dire de se faire déborder par la consultation. Tout le monde a l'image du médecin généraliste qui n'a pas de vie et qui finit à pas d'heure et qu'on appelle chez lui aujourd'hui. On essaie d'y faire très attention dès que les médecins nous rejoignent dans l'équipe. Comment ça a changé ça? Quand j'étais interne, on faisait une nuit et puis, de garde, donc on avait fait 24 heures, et puis le lendemain, celui qui rentrait chez lui à 8h du matin, c'était très mal vu. C'était celui qui n'avait pas envie d'apprendre et qui n'allait pas au bloc opératoire pour voir les autres faire ou qui n'allait pas en consultation avec un autre professeur pour le faire. C'était quelque chose qui était très mal vu. Pourtant, il n'avait pas dormi, c'était une chambre pourrie, il n'a pas mangé. Ça fait 4-5 ans que quand je parle avec les internes, leur niveau d'exigence sur leur vie personnelle est très important. Et pour moi, c'est eux qui nous ont fait comprendre ça. C'est-à-dire qu'au début, même nous, on leur disait « Mais attendez, vous ne voulez pas apprendre, vous ne voulez pas faire plus, ça va, on l'a fait, tout le monde peut le faire. » Quand on a eu ces retours-là, et qu'on a vu qu'en fait, ils étaient même plus brillants que la génération d'avant, et pourtant, ils n'étaient pas restés là, on se dit « Ok, finalement, on s'est peut-être planté sur la frontière et à quel point il fallait faire attention à soi, à sa fatigue, à sa capacité à apprendre. » Pour avoir travaillé à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de systèmes où les médecins travaillent plus de 24 heures d'affilée au monde. Les gardes, elles sont souvent coupées et on pourra me dire tout ce qu'on veut. À la 20e heure, on n'est pas aussi performant qu'à la 2e heure là. Mais voilà, c'est aussi la démographie qui fait ça, c'est organiser les tours de garde dans les hôpitaux qui font ça. Donc on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. Donc oui, je trouve qu'il y a une prise de conscience de dire si je veux faire ça, il faut que je m'accorde un temps et que ma qualité de vie, elle soit importante, que je sache mettre les frontières. Donc nous, on encourage vraiment à prendre ce temps off pour soi. On a tout de suite, donc on est très libéral dans la pratique aujourd'hui, nos médecins sont des libéraux, mais tout de suite on a dit, il y a
il n'y a même pas de question de vacances. Alors, je ne veux pas entendre parler de j'ai 5 semaines, voilà, j'ai un nombre. Voilà, c'est tant qu'on arrive à assurer la continuité des soins. Si vous avez besoin de prendre plus, la vie elle n'est pas linéaire. Si vous avez besoin de prendre plus, vous prenez plus. Si vous avez besoin de prendre moins, vous prenez moins. Le seul critère, c'est organiser la continuité des soins, organiser le fait qu'on puisse répondre aux urgences. Et c'est accepter que les médecins sont très responsables et ils le font tout seuls et naturellement parce qu'ils l'ont toujours fait là et ça se passe très bien. Parfois, il doit y avoir une petite discussion parce que il peut y avoir un trou dans la raquette, mais c'est très très rare et ça se fait naturellement. Et ce qu'on s'est rendu compte très tôt, et peut-être que même moi j'en parle un peu trop, mais on était très fiers des médecins qui nous recrutaient, mais on prenait pas assez de temps avec les équipes qui sont les accompagnateurs de soins chez nous, et de se dire, ok, comment ces équipes-là, on peut les embarquer, et comment on peut les considérer comme des patients, comme des médecins. Et très vite, on s'est dit, en fait, il faut qu'ils aient accès à tous les médecins, à toutes les médecines alternatives qu'on va proposer. Il faut qu'ils aient accès plus que n'importe qui à des bilans de prévention chez nous. Et ça se fait très bien. Et en fait, la manière dont on rayonne, c'est qu'on propose ça à tous les collaborateurs non médecins chez nous, et pour leurs enfants et pour leurs conjoints, d'avoir accès à ça pour aussi être sensibilisés. Aller parler à un chirurgien de sophrologie, il faut déjà qu'il ait un niveau d'ouverture d'esprit. Il y en a plein qui le font et on a des ophtalmos qui font ça extrêmement bien et qui ont intégré ces pratiques, mais personne ne le fera mieux que s'il a pu bénéficier de ça. Et c'est vrai pour à peu près tout, que ça soit l'examen qui fait peur et être capable de le dédramatiser, ou celui auquel on ne croit pas trop parce qu'il n'y a pas assez de niveau de preuve. Donc on essaie de faire en sorte que tout le monde puisse prendre soin de lui, tout le monde puisse avoir accès aux soignants. Puis comme on est sur différents sites, il n'y a pas de sujet de je suis gêné parce que je suis tous les jours avec cette personne-là. Donc voilà, on fait ça et on voit que ça a un impact. Que prendre soin des équipes comme ça, c'est aussi leur faire comprendre mieux l'impact de leur santé et les enjeux pour les patients. Ça crée des ambassadeurs d'une certaine façon. Exactement. Exactement. Et est-ce que vous trouvez que c'est une tendance générale en France quand même ? Ou parce que on sait que c'est votre philosophie chez One Clinic et voilà, mais est-ce que c'est une tendance qui commence à avoir de l'effet, à prendre en tout cas de l'ampleur dans le système public, ou pas du tout, en fait, ça va rester comme ça? Non, alors, en tout cas, il y a beaucoup plus d'initiatives, même dans le public, qui sont faites, que ça soit le sport santé, que ce soit le fait d'amener la boxe à l'hôpital pour les soignants, pour être capable de se déstresser, que ça soit de l'accompagnement psychologique pour les étudiants. C'est-à-dire que moi, ça fait partie des choses qui sont traumatisante quand on voit le nombre de suicides des internes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est dramatique, je crois que j'avais regardé, mais c'est en tout cas c'est plus que toute la population du même âge. On dit qu'il y a un suicide tous les 20 jours en France d'un interne en médecine. C'est qu'il y a un problème de niveau de stress et je trouve qu'il y a plein d'initiatives qui sont bonnes, qui sont... y compris dans l'hôpital public. Y compris dans l'hôpital public. Il y a des choses qui avancent, et ça va dans le bon sens, et ok. Donc Non, voilà, pour moi, il y a une prise de conscience. Je pense à un ami qui est le professeur David Darmon, mais qui a, lui, carrément mis en place une clinique pour justement tous les jeunes étudiants en médecine, c'est-à-dire pour aller encore plus tôt, pour dire, ok, il y a des problèmes, il faut être capable de les prendre en charge. Et quand on dit le coordonné, c'est le plus mal chaussé, c'est une réalité. Le médecin, il n'a pas cette sensibilité, il est tellement dans un rush et puis dans des angoisses qu'il ne veut même pas voir ça, il ne veut même pas voir qu'il va mal, il ne veut même pas voir qu'il est en burn-out parce qu'il pense que ça va, qu'il sait traiter ça. Et oui, je trouve que ça prend la bonne direction, que c'est probablement lent et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une crise très importante à l'hôpital public sur les soignants, mais il y a quand même, pour moi, des initiatives, même dans le public, qui sont exceptionnelles sur le sujet, quoi. Et alors vous, quelles sont les autres actions concrètes, comme ça, rapides, que vous pourriez partager avec nous, que vous avez mis en place pour justement
prévenir du burn-out de vos équipes, des médecins et des accompagnateurs? Alors, ouais. Bah déjà, c'est Donc les un vacances, médecin. ça, c'est top. Ouais, les vacances, c'est un vrai sujet, mais un médecin, il a quasiment jamais dans sa vie fait un entretien d'embauche. D'accord? Parce que soit il travaille à l'hôpital dans lequel il était, soit il a ouvert son cabinet. Et la notion d'entretien et de se poser et de discuter sur là où on en est de l'activité, bah, on essaie de le faire de manière régulière et peut-être même parfois un peu trop formelle, mais de se dire où on en est. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit modifier? Est-ce que tu travailles trop? Est-ce que l'activité, ça va? Est-ce que ton quotidien? Est-ce que le niveau de stress? Est-ce que les assistantes à l'accueil, elles ont compris que toi, ton niveau d'exigence, c'est ça? Et donc, on essaie de le faire. C'est pas parfait. Et voilà, j'en suis convaincu, mais de prendre ce temps-là juste d'écoute avec les soignants, comme eux prennent un temps d'écoute là, quand on arrive à le faire, ça change tout. Il y en a qui sont plutôt réticents, qui disent « Ah, moi, je ne vais pas avoir un entretien annuel, c'est quoi? Je suis médecin. » Oui, c'est les codes de l'entreprise. Voilà, ce sont les avoir codes de une note à la fin. Mais justement, on essaie de faire cet entretien à la fois sur leur activité médicale et à la fois sur eux, leur travail et comment ils se sentent. Et on essaie de s'adapter, de dire que quand on est un groupe, on peut se permettre de s'adapter. Un médecin seul dans son coin, il ne peut pas s'adapter. Il doit quand même recevoir l'intégralité de ses patients le lendemain, même si ça ne va pas trop en ce moment et qu'il devrait relâcher un petit peu. Et pour moi, ça, c'est vraiment la force du groupe. Et donc ça, on le fait avec tout le monde, en fait. Le fait de prendre un temps qui n'est pas que administratif dans l'entretien annuel, mais de comment ça va là. Donc c'est une fois par an? 2 fois par an, on essaie de le faire. Et ce qu'on propose, c'est à tout le monde des bilans de prévention. Donc tout le monde chez nous a accès à un bilan de prévention complet, avec une évaluation du risque de dépression, avec une évaluation posturale, avec une évaluation de ses facteurs de risque. Et donc, on construit un peu le bilan de santé, le check-up annuel, sur la base du volontariat, quoi. Personne n'est obligé de le faire. Et puis, voilà, c'est le soignant qui a ça. C'est pas le groupe qui a ça. C'est des données très personnelles. Mais tout le monde a accès à ça. C'est pas un check-up inaccessible ou trop cher ou pas faisable. Et donc, on fait ça. Et c'est un check-up qui est aussi médical, c'est-à-dire avec des analyses de sang et tout. Ok, c'est psychologique s'il faut. Okay. Psychologique, postural, médical, s'il faut. Les ostéopathes sont beaucoup rentrés dans ça pour dire, OK, il y a des sujets finalement de prévention là, donc ils font aussi un bilan pour ça. Et c'est pas la médecine du travail, c'est autre chose, quoi. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi l'état aujourd'hui? Maintenant, vous dire qu'il n'y a pas de burn-out chez nous, c'est pas vrai. Voilà, on a quand même des difficultés, mais on a cette prise de conscience. Pour moi, on peut pas être un acteur de santé sans être encore plus engagé sur ça aujourd'hui. Mais il n'y a pas une entreprise qui ne devrait pas faire ça. Oui, justement, c'est exactement ça. Juste, ce bilan de prévention, c'est vous qui l'avez créé ou... D'accord, ok. C'est nous avec les équipes. C'est propre à vous, avec les équipes. Ok, c'est pas un truc un peu standardisé qu'on pourrait... Ok, d'accord. Non, mais c'est pas si complexe. Je veux dire, quand on a une équipe, on peut faire ça et puis on l'adapte en fonction... Je veux dire, il y a quand même des recommandations de qu'est-ce qu'on doit regarder en fonction des types d'âge. À 25 ans, on va pas se focus autant que sur le risque cardiovasculaire que sur quelqu'un qui a plus de 50 ans et qui est tabagique là. Donc, on essaie d'adapter, mais c'est pas... La difficulté, elle n'est pas dans l'exécution de ça. Elle est dans le fait de proposer, de prendre un temps off pour le faire. Et voilà, moi, je trouve qu'il n'y a toujours pas assez de personnes qui le font parmi les collaborateurs. Vous avez quoi comme pourcentage de personnes qui le font? On doit avoir 60% qui le font. Ah oui. Voilà. C'est déjà pas mal quand même. Moi, je m'attendais à plus, tu vois. Moi aussi, je m'attendais à plus. Mais voilà, on progresse. Et vous le faites? Ouais, moi je fais. Je peux donner l'exemple. Non, je fais même plus, mais voilà, moi, ce que je vous disais, quoi, peut-être on en parlera après, mais moi j'ai un sujet d'âge épigénétique qui me passionne dans ça aujourd'hui, parce que
le sujet de la prévention, c'est très bien, mais qu'est-ce qui fait que ça marche pas? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on dit manger 5 fruits et légumes et puis tout ira bien. Si seulement. Si seulement, exactement. Si seulement ça suffisait. Si seulement ça suffisait, on n'aurait plus besoin de médecins. C'est un tout petit peu plus complexe. C'est un peu plus complexe. Et aujourd'hui, trouver les leviers motivationnels, c'est vrai en santé, mais c'est vrai partout. C'est-à-dire comment je me motive. On voit bien qu'il n'y a pas un secteur aujourd'hui où il n'y a pas de coach. Il n'y a pas un sujet où l'impact du coaching dans ça, donc l'impact de la motivation, il n'a pas fait ses preuves. Donc on voit bien que les entretiens motivationnels ou le fait de savoir motiver les patients, c'est à la fois une science et c'est à la fois quelque chose de très difficile. Il n'y a pas tous les médecins, face au même problème, ils vont réussir à embarquer leurs patients de la même manière. Aujourd'hui, il existe des outils, donc l'âge épigénétique, c'en est un, qui permet de dire c'est quoi votre âge global par rapport à votre âge chronologique. Alors, c'est discuté, puis il y en a qui vont dire, moi, j'ai une meilleure horloge biologique que moi je suis la meilleure équipe qui a fait ça, mais pour moi, c'est pas du tout le sujet. C'est prouvé, le niveau de preuve, il est très élevé sur ça. On regarde l'ADN, comment il s'est méthylé, puis s'il s'est méthylé plus vite que son âge, on peut dire qu'on a vieilli plus vite que ce qu'on aurait dû là. On peut même maintenant commencer à le dire par organe, où on en est. Mais pour moi, ça, c'est le meilleur outil motivationnel qu'on a et qui est complètement objectif. Dire à une femme de 50 ans qu'elle a des facteurs de risque parce qu'elle est ménopausée, que son risque cardiovasculaire, c'est pas le même et qu'elle change, je vais pas dire que c'est abstrait parce qu'on va lui expliquer et puis on peut lui donner des chiffres pour ça. Mais dire à une femme de 50 ans que son âge épigénétique c'est 70 ans et qu'il faut qu'elle aille faire plus de sport et qu'elle change son alimentation, ça n'a pas du tout le même impact parce que c'est mesurable et parce que le progrès va être mesurable et qu'on va se dire ok, le point de départ j'étais là, j'ai fait tous ces efforts, ça a été difficile mais je peux le mesurer, là j'ai diminué de 3 ans mon âge donc, et en plus c'est réversible. Et c'est réversible. C'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le patient devient acteur. Devient acteur mesurable, pas d'un concept de ça va un petit peu mieux. C'est quand on a la preuve qui est mesurable dans tous les sujets. Quand on dit la mesure de la performance améliore la performance, c'est vrai pour tout et il n'y a pas un sujet qui échappe à ça. Et en santé, c'est pareil. Et je trouve que ça, c'est la vraie révolution de ces dernières années sur lesquelles on a énormément progressé. Vous l'avez testé ça déjà? Oui, bien sûr. En entretien de dire ah oui, et vous êtes rendu compte? Non, mais j'ai testé d'abord pour moi personnellement. Je vous dirais pas quel âge j'ai là, mais oui, ça a un impact. Et puis ce qui est assez incroyable, c'est que quand on en parle ou quand on commence à lire, on croit que c'est de la science-fiction, mais en fait non, on peut même le faire dans son laboratoire en bas de chez soi. C'est pas de la génétique. L'épigénétique, c'est ce qui est au-dessus de la génétique et qui est accessible, qui n'est pas un sujet de on va vous dire que vous avez un facteur de risque. Voilà, on mesure quelque chose qui est accessible, qui est régulé, qu'on peut faire. Alors certes, c'est pas remboursé aujourd'hui, c'est un sujet qui est pas remboursé par la sécurité sociale et c'est normal parce qu'il y a d'autres choses diagnostiques à faire, mais c'est un levier qui change tout là et pour lequel j'ai beaucoup d'espoir, moi, dans la prévention. Je pense que ça peut beaucoup changer la manière dont on va aborder les choses. Entre la biologie et l'IA, je suis presque sûr que la prévention, ça sera pas... ça sera le soin. Le soin et la prévention, on le séparera plus comme on le fait aujourd'hui. On a des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 5 ans, qu'on n'avait pas il y a 10 ans. Là. Mais est-ce que vous avez testé auprès de patients de leur dire là est-ce aujourd'hui... que vous voulez tester? Oui, voilà. Ouais, on a testé, il y en a qui veulent le faire et nous on veut le lancer, je vous parlais de la ménopause, mais on veut lancer une grande étude avec une équipe qui fait ça sur les femmes ménopausées parce qu'on les accompagne beaucoup et parce que oui, il y a des bouleversements hormonaux qui changent les choses et qu'on doit être capable à ce moment-là de mieux les accompagner. Donc voilà, je vous en dirai plus la prochaine fois, mais voilà, et du coup, ça engage vraiment le patient énormément. beaucoup plus dans ses démarches et il prend conscience en fait. C'est juste qu'on justement, lui fait mener... dire j'ai des facteurs de risque, c'est un concept. C'est-à-dire que si je vous dis que vous avez une chance sur 30 d'avoir un cancer, c'est pas pareil que de vous dire vous, personnellement, vous êtes là, mais oui, c'est ça. En tout cas, ce que je trouve qui
qui est très bien dans l'âge, c'est que c'est pas un sujet... je vais pas vous dire, vous avez un risque de développer un Alzheimer et j'ai pas de solution. C'est-à-dire que ça, c'est très difficile. Et puis, c'est un peu toute la différence entre l'éthique française et américaine. On va vous dire, non, mais le savoir, c'est bien. Et ben nous, on ne sait pas. On se pose encore les questions et on se dit, est-ce que c'est bien si c'est pas activable? La génétique qui n'est pas activable, est-ce que c'est bien de le savoir? Parce que voilà, ça peut foutre des vies en l'air, de se dire, ok, c'est ça qui va m'arriver. Et puis, ça peut plonger les gens dans la dépression. Ça dépend du tempérament, en fait. Ça dépend du tempérament, mais... Et ça dépend de la volonté. Il y a des choses qu'on veut tester, justement parce que oui, on a eu une histoire familiale et on veut savoir ça en particulier là, parce que je ne vais pas gérer ma vie, mais ça doit être une vraie volonté du patient. Et finalement, c'est ce que je vous disais qui m'avait un peu surpris, c'est que finalement, les médecins, pour l'instant, ne prennent pas trop le sujet dans ça, alors que c'est quand même leur quotidien. D'évaluer les risques, c'est leur quotidien. Ils vont évaluer, nous les gynécologues, on va évaluer l'âge des ovaires dans la fertilité. Le neurologue, il va évaluer les fonctions cognitives, donc l'âge cérébral. Le phlébologue chez nous, il va évaluer l'âge vasculaire. Finalement, c'est ce qu'on fait, mais là, on a quelque chose de simple, accessible, très reproductible, qui est un peu la somme de tout ça. Alors après, on peut rentrer, il y a plein de discussions, mais on a un outil qu'on n'avait pas avant. Et je pense que oui, que les médecins vont rentrer de plus en plus dans ces sujets-là. C'est pas, je pense pas que c'est un gadget aujourd'hui. C'est pas juste une mode. Le niveau de preuve scientifique, il est très très élevé là-dessus. Oui, et aujourd'hui, en plus, on est dans une ère un peu de gamification d'une certaine façon. Donc forcément, le coaching des personnes, se dire qu'à la fin, il y a un objectif. Si on fait des actions, on a la possibilité d'aller mieux et de reprendre la main sur sa santé. Forcément, ça doit pouvoir impacter les gens. Et je me disais aussi, indépendamment de cet aspect prévention avec les analyses, etc., peut-être juste aussi une éducation, en fait, de la population. Revenir sur certains fondamentaux. Parce que quand on discute, il y a des gens qui ne savent même pas comment les bases de notre fonctionnement, en fait. Et peut-être que ça aussi, alors je sais pas, j'ai pas envie de rajouter des éléments supplémentaires à l'éducation nationale, à cette chose à faire, mais je sais pas, repenser un peu toute cette philosophie de santé, en fait, d'une certaine façon. Alors, la gamification, c'est un sujet que je ne sais pas aborder, mais que je ne sais pas traiter là. Nous, on a des développeurs, on a des développeurs tech chez nous qui font des choses, mais c'est une science aujourd'hui d'être capable d'engager les gens par le jeu. Que ça soit dans des situations de crise, pour débriefer, pour les faire rentrer, que ce soit dans les entreprises. Et je ne sais pas si vous connaissez une application qui s'appelle WeWard, qui propose de rémunérer les gens lorsqu'ils marchent. Pour moi, et donc j'en ai parlé avec le fondateur, je lui dis, mais en fait, c'est toi le meilleur médecin de tous. C'est-à-dire que tu fais marcher plus, et tu l'as prouvé, des millions de personnes juste par le jeu. C'est-à-dire que nous, on va dire aux patients, il faudrait marcher un peu plus. La marche, ça va être le meilleur traitement pour plein de choses. Mais on n'arrive pas à le faire. Donc il me dit oui, mais justement, ça marche parce qu'on ne l'a pas abordé que d'un point de vue médical aujourd'hui et qu'on a réussi à faire rentrer du jeu. Et il me dit honnêtement, ce n'est pas la récompense financière de ça qui fait. C'est le jeu, le challenge, le fait de rentrer dans ça. Et encore une fois, le fait de pouvoir mesurer ça. Et du coup, c'est marrant parce que j'y crois énormément. Et donc, on a fait un championnat en interne en disant chaque centre, voyons qui marche le plus et il pourra décider, il aura une prime. Mais c'était colossal, la quantité de marche et l'impact que ça a eu sur les équipes. C'était très, très, très important. J'y crois beaucoup et je pense que ça vient pas du médical. C'est-à-dire que ce savoir-faire technologique d'engagement, c'est pas nous qui allons le faire et c'est pas grave. Il y a des gens qui le font bien mieux que nous et qui par peuvent. Contre, c'est en collaboration avec vous sur beaucoup de points. Oui. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est justement cet écosystème dont vous parlez à chaque fois. C'est vrai. J'ai toujours été très choqué par le peu de connaissances de l'homme, de l'anatomie de la femme, mais c'était comique. C'est-à-dire que quand j'étais interne et que je posais des questions à mes copains, je me disais mais c'est pas possible de me répondre des trucs du Moyen-Âge comme ça. Donc j'ai participé à l'éducation de. Ça fait déjà une soirée, mais soirée anatomie femme. C'est là où on se rend compte que c'est pas tôt qu'on le fait, alors qu'on se dit ok super, on va disséquer les grenouilles. Aucun intérêt. Je sais pas s'il y a aucun intérêt, mais en tout cas, peut-être la première étape, mais il faut après rester sur l'humain. De connaître les bases du fonctionnement, c'est plus.
j'ai envie de dire, voilà, si vous regardez, il y a 50 ans, c'était une chasse gardée. C'est-à-dire que l'accès à la connaissance de ça, c'était une chasse gardée. Il n'y avait que les médecins qui pouvaient savoir. Et puis, si vous osiez dire quelque chose, vous aviez tort. Là, j'avoue que la vague de Dr Google, de se dire j'ai regardé, au début, c'était troublant pour le médecin. Mais aujourd'hui, je ne connais pas un médecin qui me dit, mais que ça soit les symptômes checkers, les chats GPT, ce que ça peut faire pour l'analyse ou pour le diagnostic, il n'y a pas un médecin qui ne dit pas, j'apprends aussi de mes patients. En fait, ils viennent. Parfois, c'est difficile et ça m'énerve qu'ils sachent avant moi ce qu'il a ou qu'ils me disent que je me trompe, mais cette éducation et cet accès à l'information, il est capital pour le faire. Et pareil, on se rend compte que le médecin seul, pourtant il adore, c'est-à-dire que les médecins, ils sont très pédagogues, ils ont formé d'autres médecins, ils ont formé d'autres équipes, ils adorent la pédagogie, la plupart des médecins, pour moi, sont pédagogues. Mais pareil, ils n'ont pas le temps de faire ça. Ouais. Et donc nous... J'allais dire, j'ai pas rencontré beaucoup de médecins pédagogues dans ma vie. Hein. Non, mais... Ils ne pouvaient pas prendre le temps de l'être. Et nous, c'est vrai que même sur ça, on a la chance d'avoir des infirmières qui font des ateliers d'éducation thérapeutique, parce que c'est ce qui marchait à l'hôpital pour les pathologies graves et qui doit marcher aussi pour le reste. Donc on voit bien que le médecin, il ne peut pas tout faire et qu'aujourd'hui, il y a une question de temps médical. Par contre, pour lui de savoir que ce qu'il est en train de traiter et qu'il devrait avoir une action préventive, il va pouvoir aller vite parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un après lui qui va le faire, c'est pas un soin dégradé, au contraire, c'est même un soin augmenté. C'est-à-dire qu'il va se concentrer sur l'essentiel, les mesures de sécurité qu'il va falloir faire, la compréhension du patient de quoi... Mais c'est pas lui qui va faire le total et il sait qu'il faut faire le total quand même. Donc pour moi, c'est ça qui marche bien, c'est de mettre un accent fort sur l'éducation. Donc du coup, il faudrait donner des cours d'anatomie très jeunes à nos enfants et de physiologie, parce qu'en fait, l'anatomie, bien sûr, c'est pour ça que je dis, c'est le premier niveau. Voilà, c'est le premier niveau, mais quand on voit que sur ça, on n'y est pas... c'est quelque chose que vous avez... Enfin, vous avez des enfants ? J'ai des enfants, oui. Ok, et c'est quelque chose que vous avez intégré dans votre éducation, vous ? Ouais, alors ils sont convaincus d'être déjà docteurs. Oui, bah, d'accord. Il y a un petit biais. Oui, là, c'est génétique, là, pour le coup, c'est génétique. Ils ont 5 ans et 3 ans, mais ça, c'est un peu tôt. Oui, mais 5 ans et 3 ans, enfin, moi, je sais que ma fille, il y a des posters d'anatomie chez moi, et ça l'intéresse énormément. C'est ce que j'allais dire, c'est que en plus, c'est un sujet qui intéresse et qui est facile. Mais rien que le système digestif, comment ça se passe, maman, quand j'ai avalé ma pomme, là, elle est où, du coup Mais c'est vrai, elle m'a déjà fait ça, mais du coup, c'est où, là, maman Mais c'est génial, et du coup, j'ai sorti justement un dessin, je lui ai expliqué et tout. Maintenant, tout le système digestif, elle le maîtrise. Ouais, non, et elle a 5 ans. Et il n'y a pas d'effort, c'est pas une discipline. Mais non, c'est drôle même. Oui, c'est drôle. C'est fun. Mais en fait, ce sujet de prévention, effectivement, il commence dès l'éducation de nos enfants, de comment on fonctionne, de quoi on est composé, rien que de savoir comment nos cellules fonctionnent, qu'on est 100 milliards de cellules et comment chacune de nos cellules sont une entreprise à part entière, et comment on a un rôle, nous aussi, vis-à-vis de nous-mêmes, de savoir qui on est, et pas que psychologiquement. Et justement, de rester dans la sphère nerveuse en permanence. Comment vous arrivez à adresser ce sujet-là vis-à-vis de vos patients ? Pour les impliquer, parce que c'est aussi un vrai moteur pour qu'ils soient acteurs de leur santé. C'est même pas... pour moi, c'est pas une question de... C'est un vrai moteur, c'est le seul moteur. C'est-à-dire que l'observance, c'est quelque chose qui est un énorme problème de se dire, est-ce que quand je prescris quelque chose, le patient le prend, le fait, suit mes recommandations. C'est, je pense, la plus grande difficulté de l'industrie pharmaceutique, et c'est un peu tout le sujet de se dire... Les données en vie réelle du patient, de ce qu'il fait, elles sont vraiment différentes des données d'une recherche clinique encadrée où le patient sait qu'il est là pour ça. Il est là pour ça, il va le faire là. Donc, il y a un gros sujet où on se dit maintenant on doit analyser beaucoup plus les données en vie réelle que les recherches cliniques, parce que c'est pas la réalité du patient. Et ce sujet-là, il est très problématique pour l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle voit bien que les patients ne prennent pas les médicaments qui sont prescrits. Il y a récemment une étude qui disait il y a moins de femmes qui font les mammographies en France maintenant, alors que c'est gratuit, qu'on le fait. Mais pourquoi les gens ne le font pas ? Parce qu'ils ne comprennent pas. Exactement, c'est ce sujet. C'est pas parce qu'on va les forcer, pas parce qu'on va les inciter. Ils ne comprennent pas. C'est quand on prend ce temps-là d'expliquer,
l'adhésion, elle est différente, mais c'est vrai dans tout. On n'est pas des robots, on ne dit pas fais ça, tu fais ça. On a besoin de comprendre, même si on n'est pas d'accord, on a besoin d'expliquer pourquoi on n'est pas d'accord et pourquoi on n'a pas envie de prendre d'hormones là, et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que prendre des hormones, et c'est quoi les avantages, et c'est quoi le risque. Et pour moi, je trouve que c'est ça, de plus en plus la place du médecin, c'est de dire, ok, le patient, il sait en fait que s'il voulait juste le traitement d'hormones, il peut le chercher. Aujourd'hui, il va avoir la réponse, il va savoir que c'est ce médicament, il va même savoir que c'est cette dose. Alors, toujours un sujet de jusqu'à où ça va, voilà, l'automédication, l'autodiagnostic. Il y a des risques, il y a des complications, il y a des choses qui sont très mal passées là-dessus. Mais avant ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux comprendre ? Et il y a un rôle de médecin qui est très important dans ça. Mais pour moi, il y a un levier qui est très différent, qui est celui de l'intelligence artificielle là. Il y a une étude que j'ai trouvée passionnante sur les consentements chirurgicaux. D'accord ? C'est-à-dire que quand tout le sujet médico-légal, c'est de se dire, est-ce que le patient il a vraiment compris pourquoi je l'opérais et quel risque il prenait là-dessus. Moi, j'ai toujours dit, quand on faisait des consentements pour une femme qui veut avoir un enfant, en fait, elle signerait tout. Si vous lui dites de signer qu'elle va perdre un bras, elle va quand même signer, elle veut un enfant. Là, donc, c'est dire que c'est un consentement qui est éclairé, c'est très difficile, d'accord, de dire est-ce qu'il est vraiment éclairé, est-ce que la personne a vraiment compris. Une fois qu'on a dit ça, il faut rajouter à ça le niveau linguistique et la capacité à comprendre. La vulgarisation qu'il faut faire du sujet, et c'est pas évident. Hein. Et sur ça, il y a une assurance aux États-Unis qui a dit, OK, le consentement, c'est plus une feuille papier, c'est plus nous qui allons le faire, c'est que, je ne sais plus si je crois que c'est ChatGPT ou Claude qui l'avait fait, mais vous disiez, c'est la seule capacité à s'adapter au niveau de langage de l'interlocuteur. Et chaque donnée qu'on va poser, on va poser une question, et on va voir s'ils ont répondu, et on va adapter le texte, le discours au niveau de langage. Et ils ont montré qu'en faisant ça, un médecin ne peut pas faire ça. Bien sûr qu'il va le faire, il ne va pas avoir le même vocabulaire en fonction des capacités, mais pas à ce niveau-là d'adaptation, de langue, d'origine culturelle ou personnelle. Là-dessus, bien sûr qu'il le fait, le médecin, et que c'est son quotidien, mais aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des outils qui permettent d'aller un peu plus loin dans ça et d'aider le médecin là-dessus. Hyper intéressant. Est-ce que c'est là qu'on embraye sur la partie techno? Bien sûr, je pense parce qu'on n'a pas du tout suivi notre trame. Ah non, mais c'est passionnant. Non, au contraire, c'est passionnant. Donc vous nous avez déjà bien un peu teasé toute cette partie-là et voir à quel point c'était a priori que c'était important pour vous, quelque chose qui était indispensable pour la santé, j'ai envie de dire de demain, mais même d'aujourd'hui en fait, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous utilisez concrètement au quotidien comme technologie? Comment ça s'opère au sein de votre structure en fait alors pas les technologies bien sûr, pas les robots, les choses médicales. Non, mais plein de technologies. Vous utilisez l'IA notamment, et comment est-ce que vous intégrez tout ça? Et puis la question d'après, vous en doutez, c'est quelles sont les dérives aussi. Les dérives, bien sûr. Ouais. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les soins de support, la e-santé. Au début, c'était critiqué, on n'avait pas le niveau de preuve scientifique, et on disait, OK, mais qu'est-ce qu'on me dit là, que ce symptôme checker, il va pouvoir suivre le patient à distance, mieux que s'il venait tous les jours et qu'on le faisait. Et pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau de preuve scientifique sur l'innovation e-santé, il y a des études où il est du niveau de preuve de certaines chimiothérapies, de l'impact qu'elles peuvent avoir. Il y a même des solutions qui sont remboursées par la sécurité sociale, tellement le niveau de preuve de ces solutions, il est important. Maintenant, dans le quotidien, c'est pas innover pour innover ou utiliser la technologie parce que c'est cool d'utiliser des solutions. C'est toujours de se dire quel niveau de sécurité supplémentaire on peut apporter, quel gain de temps on peut faire. Et en fait, quand on répond aux deux, quand on répond à un gain de temps et un niveau de sécurité supplémentaire,
alors on a l'adhésion, des équipes et on connaît tout de suite l'impact. Et une création de valeur dont vous parliez tout à l'heure. Alors, s'il y a bien un sujet où on s'est planté, c'est la tech. Alors, on a essayé de développer plein de choses différentes et avec des développeurs en interne, en externe. Et pourtant, moi, avant ça, j'avais cofondé une boîte qui était que sur la téléconsultation avant le Covid, donc vraiment au tout début. Donc, je connaissais ces écueils-là, mais j'avais envie de faire tellement de choses qu'on a été trop large. Une des choses qu'on a développées qui marche bien, c'est la gestion de la biologie chez nous. Quand on travaille dans son cabinet, un médecin, quand il travaille dans son cabinet, il prescrit une analyse biologique au patient. Le patient, il va la faire ou non, s'il a envie de la faire. Et puis le médecin, il va normalement la recevoir, si le laboratoire lui transmet. Mais ça fait beaucoup de si aujourd'hui. Tandis que quand vous commandez sur Deliveroo, vous êtes sûr de savoir que le livreur, il est en route et qu'il arrive dans 4 minutes là. Nous, ce qu'on a développé, c'est le même niveau de traçage entre la prescription et le résultat. Parce qu'il y a des examens qui sont, entre guillemets, tellement plus à risque qu'on ne peut pas se dire est-ce que c'est le patient qui l'a fait ou est-ce que c'est le labo qui l'a fait ou est-ce qu'il y a un problème dans la connexion. Et donc on a fait un système de traçage où depuis l'ordonnance, on va savoir qu'on est en attente de ça. Si le patient ne l'a pas fait dans la date qui était prévue, on va quand même l'appeler pour lui dire est-ce que vous ne l'avez pas fait ou est-ce que c'est normal qu'on ne l'ait pas reçu. Et quand on va le recevoir, on va se dire ok, qu'est-ce qu'il faut faire là et en fait, le médecin, il se rend compte que d'abord, c'est une bonne manière pour lui de mesurer ses prescriptions, de dire comment ça se fait que j'ai prescrit tant d'IRM et donc on l'a étendu pas que à la biologie, mais comment ça se fait que j'ai prescrit tant d'IRM et qu'il y en a que la moitié qui sont faits, soit j'ai pas donné les bonnes explications, soit les patients ont été chercher un avis ailleurs, soit ils sont fait opérer, en tout cas, cette connaissance de je prescris quelque chose, qu'est-ce qui se fait là, c'est une chose que nous, on a développée en interne, qui est très importante et qui était une de mes plus grosses anxiétés, de se dire, OK, on va être un groupe, on va prendre des volumes de résultats beaucoup plus importants. Comment on se sécurise là-dessus voilà. Et si vous me demandez, c'est très bien, ça sécurise, mais il n'y a rien qui sécurise comme le carnet du médecin qui va dire j'attends madame un tel à telle date pour le faire. Et donc, on essaie d'augmenter les niveaux de sécurité là-dessus. Et donc, il y a aujourd'hui plein d'initiatives, plein de solutions qui cochent ces cases pour moi de soit gain de temps et ou sécurité. Et même la consultation, aujourd'hui la consultation orale avec ce que Doctolib a lancé sur le fait de pouvoir ne plus taper sur le clavier et avoir quand même le compte rendu, ça change complètement même la relation avec le patient. On n'est pas sur son clavier en train d'écrire, on le regarde et on peut l'écouter. Donc, il y a quand même la technologie qui n'est pas juste futuriste, qui n'est pas juste le robot, qui au contraire remet du temps, qui remet de l'humanité dans le fait de pouvoir regarder quelqu'un. Et il y avait une étude qui disait que le délai d'interruption d'un médecin vis-à-vis de son patient quand il commence la consultation, il était inférieur à 12 secondes. D'accord ? C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, pourquoi vous venez, il interrompait parce qu'il fallait taper. Forcément, un peu parasité. Et c'était normal. Au début, quand on a lu cette étude, on s'est dit non mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible que ce soit ça. Et en fait, oui, attendez, vous êtes bien madame, alors qu'on vient pour exprimer quelque chose. Avec mon associé très tôt, on a dit ok, viens on essaye, 1 minute 30, on dit rien. Juste on écoute que 1 minute 30. Et on a vu que juste ça, de rien dire, de pas taper sur l'ordinateur et d'écouter, on mettait déjà la personne dans un temps d'écoute différent de ça. Donc, il y a plein de technologies différentes. On essaie, parfois on se plante, parfois c'est pas les bonnes, mais ça reste un levier. La technologie, l'innovation, on parlait de performance, mais ça reste un levier. Quand on a des ambitions plus importantes, alors oui, on doit faire communiquer les systèmes, oui, on doit réfléchir à quand est-ce qu'on rappelle les patients, comment on sait ça, et il y a des très grosses initiatives aujourd'hui qui font le job, mais
il n'y a pas que la technologie, alors que nous, je pense qu'on fait aussi du très low-tech là, ou voire même juste de l'innovation organisationnelle, de dire, OK, est-ce qu'on peut changer ça, est-ce qu'on peut essayer, qui c'est qui va en premier? Pour moi, c'est ça qui est important. L'impact et la performance qu'on va avoir, c'est que ça soit de l'innovation organisationnelle ou technologique. Les services d'urgence, bah oui, il y a de l'innovation technologique, mais la gestion du flux, de comment on fait ça, souvent, ça va être de l'innovation organisationnelle, une analyse des données qui va dire, OK, peut-être qu'on doit faire des lignes différentes, peut-être l'accueil doit être différent. Et donc, voilà. En tout cas, on n'est pas une boîte tech, on adore, et moi j'adore ça, je suis passionné de ça. Mais il y a des gens qui le font très bien, qui mettent à disposition des solutions et nous, on est toujours les premiers à vouloir les utiliser. On développe aussi des outils en interne, mais il faut aussi faire on va dire, c'est le hardware de la santé. Ça va aussi faire le quotidien, l'organisation, même si c'est dur. Je veux dire, on ne fait pas de la génétique. Nous, on ne fait pas des nanorobots, mais l'organisation, ça n'a pas moins de valeur pour moi. Il faut, pour pouvoir faire vivre toutes ces solutions tech, il faut aussi être capable de changer les choses. Une des innovations les plus low-tech qu'on a fait, c'est chez nous, toutes les tables de consultation sont rondes. On s'assied à la même table que le patient. Là, on n'est pas face à face. Et donc, quand il y a un couple, on est assis à côté d'eux. Et ça change tout. C'est des petites choses qui vont tout changer dans la manière dont on va être avec l'autre. Oui, mais c'est très intéressant. Et justement, je pense qu'aussi, par rapport à tout ce qui est technologie, IA, et en particulier l'IA, parce qu'on lui tape un petit peu dessus ces derniers temps, c'est aussi se dire qu'en fait, c'est un outil, c'est pas une concurrence. Non, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Oui, voilà, tout à fait. Et c'est accepter de regarder les choses différemment. C'est-à-dire que l'IA, aujourd'hui, tout le monde en fait, tout le monde en parle, mais par contre... le radiologue, le dépistage du cancer, l'enjeu, la responsabilité qu'il faut, même si c'est très très bon et qu'il y a des super équipes qui vont, c'est difficile d'y aller. Mais c'est accepter de se dire, OK, peut-être que je regarde différemment là, peut-être que oui, j'y suis ou pas. Et je trouve que sur ça, il y a beaucoup de créativité française. Ça me fait penser à une autre boîte qui s'appelle AZMed, qui a dit le contraire, qui a dit c'est difficile de convaincre les médecins. On va commencer par quelque chose de beaucoup plus simple, dont on sait qu'il y a un gros problème. Au lieu de dépister le cancer sur la radio, nous, on va dépister la fracture. Parce que la fracture, l'enjeu, il est important, mais moindre que le cancer. Et donc, on va déjà aider les médecins sur un sujet qui leur pose problème. Et pour moi, c'est exactement ça la bonne approche tech. C'est quoi le vrai problème aujourd'hui? C'est pas j'ai une super solution qui peut faire ça. C'est quoi c'est quoi le problème du quotidien là? Et je vois que de plus en plus, les médecins utilisent ça et que les initiatives qui marchent, c'est celle-là. Mais nous, on adore ça. C'est-à-dire qu'on a plein de startups qui nous demandent d'essayer des produits, de faire les retours. Et donc, on le fait. C'est quelque chose qui fait avancer. Oui, non, mais le risque, c'est ce que vous demandez, c'est de plus savoir faire. Et de dire, je deviens complètement dépendant de ça et je sais plus faire et je maîtrise pas. Est-ce que je suis prêt à opérer quelqu'un sur la réponse que ça, c'est un cancer ou pas? Et donc, quand il y a une responsabilité médicale, bien sûr qu'on va montrer qu'il y a plein d'études qui vont dire, OK, mais là, on a été meilleur que les radiologues là-dessus. Mais n'empêche que la responsabilité, aujourd'hui, pour la prendre complètement, il faut continuer à savoir, il faut juste accepter qu'on peut regarder les choses différemment. Et pour moi, l'IA, c'est tout le temps ça. Quand on regarde les datas et qu'on essaie de chercher des corrélations, c'est accepter de se dire, en fait, je la vois pas, cette corrélation là, parce qu'il faut trop de data, trop de facteurs différents auxquels j'aurais pas pensé là. Mais l'IA, elle peut m'aider à regarder les choses différemment, même dans la recherche, à modéliser ce qu'on va faire au laboratoire avant même de le faire. Avant, c'était très, très compliqué. Aujourd'hui, voilà, il y a des groupes qui travaillent comme ça et qui essayent même de chercher des médicaments comme ça. Et c'est ça qui fait accélérer, pour moi, les choses. Mais le risque, c'est de se dire,
je suis trop dépendant. Là, pour moi, c'est pas d'être... voilà, je parle des radiologues, mais les radiologues, ça fait 10 ans qu'on dit qu'ils vont disparaître. Et dans 10 ans, ils n'auront toujours pas disparu. Ils seront encore même plus essentiels, puisque le progrès du diagnostic sur la radiologie... Ouais, tout à fait, c'est ça. C'est monter en compétences aussi grâce à des informations supplémentaires et plus précises. Et des choses qu'on ne sait pas forcément voir. Alors que pour moi, c'est voir différemment, c'est voir des choses qu'on ne sait pas voir là. Non, mais c'est ça, mais c'est comme à l'époque, il n'y avait pas les comment on appelle ça, les loupes, là, voilà, exactement. Je suis un petit mal, je voulais revenir au lycée. Voilà. Mais voilà, on était un peu avec des verres, etc. Quand il y a eu ça, on s'est pas dit, oh mon Dieu, enfin voilà, c'est un outil supplémentaire qui permet d'avoir plus de précision, plus d'éléments, qui permet voilà de se développer peut-être plus sur des questions où on se serait même pas posé parce qu'on n'avait pas vu des corrélations en effet entre différents systèmes peut-être, et c'est utiliser ça et que tout ça soit aussi enseigner d'une certaine façon, peut-être, j'imagine aussi en école de médecine pour que les médecins puissent comprendre comment travailler avec cet outil, parce que ça reste un outil. Exactement, ça reste un outil, c'est enseigné de plus en plus tôt. Super, je savais pas ça. Dans les études, il y a des cursus et moi, voilà, dès qu'il y a des jeunes étudiants qui me demandent, je dis en tout cas, s'il y a un cursus, si tu peux encore plus te former là-dessus, surtout fais-le tôt. Et il y a aussi une question de gain de temps et d'humanité et d'écoute qu'on peut avoir. C'est-à-dire que si c'est hyper technologique et qu'on n'a pas besoin d'écrire sur le clavier l'ordonnance et chercher la posologie, mais qu'on a 5 minutes d'échange supplémentaires sur le patient pour comprendre qui il est, pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché jusqu'à là, ou pour pouvoir le soutenir dans quelque chose qu'on ne sait pas traiter, alors ça, c'est un gain. Il n'y a pas de discussion. Même si on sait le faire, même si on pourrait le faire à la main, mais ça, c'est un gain. Et les solutions, elles vont de plus en plus là-dessus. Il y en a une autre que je trouve exceptionnelle. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes celles que je trouve exceptionnelles, mais qui s'appelle Sonio, qui était quand même sûrement la meilleure équipe de diagnostic anténatal, de dépistage des maladies pendant la grossesse, de regarder à l'échographie. C'est sûrement la meilleure équipe de Necker qui se disait... C'est très difficile d'avoir toute cette connaissance, de se dire, si je vois la première anomalie échographique, je dois aller chercher la deuxième là. Pourtant, c'est des algorithmes qui existent, mais qui sont difficiles. Et c'était vraiment un labo de recherche, une équipe qui est très forte. Ils ont été chercher une autre équipe qui était beaucoup plus tech, et ils se sont dit, comment vous pouvez nous aider pour ça ? Comment, entre la sonde... Si le médecin trouve la première anomalie, comment je peux lui demander de chercher la deuxième ? On a suivi toute l'aventure depuis le début, mais c'est pour moi exceptionnel. Alors, le niveau de sécurité qu'on peut apporter à ça, de dire c'est pas que opérateur dépendant, j'ai aussi une aide et peut-être que je dois aller chercher ça ou peut-être que ça je l'ai pas vu. Là, pour moi, ça c'est des super solutions et qui font qu'on peut être très enthousiaste sur la place de l'IA dans le soin en tout cas. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut créer davantage de ponts justement entre ce monde de la tech et le monde médical pour que justement que les gens se comprennent en fait. Parce que c'est sûr que si on a chacun notre vocabulaire et peut-être pas forcément les mêmes objectifs en plus, les entreprises tech n'ont pas forcément à avoir cet aspect patient, gain de temps ou je sais pas focus ou alors vont pas arriver à le présenter de cette façon-là aux médecins et aux différentes équipes médicales et donc ça crée un peu des stress et des incompréhensions tout simplement qui font que voilà les mondes sont pas reliés mais c'est passionnant et voir que ça existe déjà en fait. Il faut pas c'est presque trop tard même, enfin pas trop tard mais dans le sens il faut le faire maintenant, faut pas louper le coche quoi. Ce serait dommage en tout cas parce que peut-être que les raisons mises en avant sont pas forcément si légitimes, c'est plus de la peur et de l'incompréhension. Pour moi c'est bien sûr qu'il y a une question de timing mais on y est et il n'y a pas d'autres alternatives. Oui voilà c'est ça exactement. C'est pas optionnel aujourd'hui et c'est comme... ça n'a rien à voir ce que je vais vous dire, mais c'est comme les médecins et la e-réputation. C'est-à-dire que les médecins, ils sont fous de rage que les patients puissent des notes sur Google. les noter. Mais pourtant, c'est ce que je leur dis. On ne peut pas être schizophrénique. C'est-à-dire que vous êtes content que dans la vie réelle, on vous fasse confiance et qu'on vous adresse et que une personne qui est contente du soin, elle va en parler. Par contre... Sur un autre espace qui est public, ça vous va pas parce que vous considérez que vous n'êtes pas des restaurants. Mais la réalité est pareille. C'est-à-dire que ça, moi, je les trouve à mourir de rire. Les études sur l'observance sur ça, si on y va et qu'on a bien choisi alors qu'on ne le connaissait pas, le niveau de confiance qu'il fait quand on va ouvrir la porte, et ben, l'observance au traitement il va être différent.
Et on va moins juger, moins être dans le doute. Est-ce que c'est la bonne prescription? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Et c'est un peu ça pour moi. J'ai beau leur dire, bah, ok, vous avez qu'à râler, mais en fait, c'est juste, il n'y a pas d'autres options. Les patients, ils ont envie de parler. Et je leur dis souvent, vous croyez qu'il n'y a que Google? Il n'y a pas que Google. Des forums, il y en a des milliers. Oui. Et puis le bouche à oreille traditionnel à l'ancienne suffit aussi. Mais on ne peut pas être schizophrène. On ne peut pas dire celui-là, il me va le traditionnel, puis l'autre, il ne me va pas. Là, et je pense que la technologie, c'est un peu pareil. C'est pas... on ne peut pas dire je veux que cette technologie, puis celle-là, aujourd'hui, je ne veux pas la tester. C'est des sujets sur lesquels je suis très optimiste sur le fait que on progresse, quoi. Et un des problèmes majeurs, c'est le temps médical. On n'a pas assez de temps médical. Donc tous ces outils-là, ils font quand même gagner du temps médical, admin. Oui, bien sûr, tout à fait. Bon, on arrive vers la fin de notre échange qui est passionnant, mais juste avant, j'aimerais quand même, je suis très curieuse, comment est-ce que vous arrivez à gérer vos différentes vies? Parce que c'est quand même, et en plus vous avez 2 enfants, etc. Comment est-ce que vous arrivez à garder votre homéostasie? et quels sont les compromis et sacrifices que vous faites? Parce qu'il y en a certainement. Je consulte beaucoup moins. Je vois des patients, mais beaucoup moins. J'ai arrêté les accouchements. Parce que pour moi, le niveau de stress des accouchements et même de la chirurgie, il n'est pas compatible. C'est-à-dire il faut y être à 200% et pas à 99%. Quand on libère ça, c'est cette charge mentale qui est très très importante et qui fait que les médecins ont l'impression de travailler 7/7, alors on se rend compte qu'on a des capacités pour faire d'autres choses. Comment je gère le planning, je ne sais pas vous dire. Pour moi, les médecins, ils sont vraiment éduqués à des très grosses charges de travail et ils ont une résilience très importante, quoi. Quand on est obstétricien, on fait beaucoup de nuits qui sont très stressantes, très difficiles. Et en fait, quand j'ai arrêté ça, même si je travaillais beaucoup, j'avais presque l'impression de ne plus travailler. C'est-à-dire que le point de départ, il était plutôt facile, c'est-à-dire diminuer du stress et diminuer des heures. Voilà. Il y en a un autre, il est différent, mais il est beaucoup plus facile à structurer. J'ai pas de recette miracle, moi, sur mon planning. La seule chose que je fais qui, pour moi, marche bien, c'est d'essayer de pas faire de to-do list. J'essaie de pas en faire. Ah oui. On change alors. Ouais, non, j'essaie. Ça, c'est intéressant. Non, j'essaie vraiment. Voilà, mais ça fait partie des choses quand on décide d'entrepreneur de lire. Et bien sûr que je lis sur comment on peut gagner en efficacité. Voilà, c'est une méthode qui me convient très bien. Je fais que ce qui s'appelle du time boxing. Quand j'ai une tâche, elle est notée tout de suite dans l'agenda et pas dans la to-do list. Alors, je veux savoir quand est-ce que je vais la faire là. Et ça, je trouve que ça me fait gagner à la fois en charge mentale, à la fois en efficacité. Et puis, je sais qu'elle va être faite à ce moment-là et que je vais m'accorder ce temps. Après, ouais, des petites règles. Voilà, je suis plutôt très strict sur ma gestion des mails parce qu'on se fait, je vais certainement pas les regarder toute la journée. Je sais que j'ai une horaire le matin, parfois une horaire en fin de journée, mais pas tous les jours. Je vais avoir un temps qui est dédié là-dedans où je vais essayer d'être très concentré là-dessus. Et puis après, voilà, quoi, j'essaye d'avoir une activité physique voilà, quotidienne, parce que pour diminuer le stress, il faut avoir une activité physique. Comme quoi, c'est possible. Ouais, d'intégrer ça. Non, mais je le dis pour nos auditeurs. Je les connais. Bien sûr. C'est possible d'intégrer quotidiennement une activité physique, même quand on est médecin et entrepreneur, etc. Donc, si Jérôme peut le faire, vous pouvez le faire. Mais voilà, je dois faire 20 km de vélo par jour. Ah oui. Voilà, je me déplace que en vélo dans les établissements, je fais que marcher. Mais c'est pas, je suis pas un grand sportif, mais voilà, c'est le fait de faire tous les jours une activité. Oui, cette mise en mouvement quotidienne, bien sûr. C'est ce qui change tout sur le stress, sur la concentration. Vous appliquez vos propres conseils, en fait, quand même. J'essaye, en nutrition aussi, etc. Ouais, relativement. J'ai la chance d'avoir une femme qui est très attentive à ça et à la qualité de l'alimentation et ce qu'on fait, qui m'a plutôt vraiment amené dans la bonne direction aussi sur ça, là, sur le sommeil, qui m'engueule si je me couche trop tôt. Et bon, juste peut-être résumer tout ce qu'on s'est dit cette interview très très riche et très passionnante. En fait, il y a votre moto
qui est un peu ce que... à savoir Care is Contagious. On l'a pas énoncé encore, on en a pas parlé. Mais donc ça, je dis, il faut absolument qu'on le dise avant la fin. Et justement, donc ça résume un peu tout ce que vous nous avez exprimé aujourd'hui, mais comment faire en sorte qu'il soit présent, alors peut-être vous pouvez le réexpliquer un petit peu, mais surtout, comment faire en sorte qu'il soit présent depuis peut-être la création même de cette volonté d'être médecin, donc dès l'école à la fac de médecine, dès, je sais pas, quelque chose qui puisse se répandre davantage, en fait, au sein du tout le système de santé. Quand on passe du côté patient, et qu'on a bénéficié de soins qui ont changé notre vie, ou qui font qu'on a été accompagné très différemment, on est forcément plus empathique et plus prêt à donner à l'autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le système, on a besoin de patients experts, on a besoin de communautés de patients, parce que une fois qu'on a reçu du soin qui a eu un impact très important, notre capacité à en donner à l'autre, elle est bien plus importante que quelqu'un qui l'a pas vécu. C'est peut-être pas le sujet, mais je vais vous donner je trouve que c'est un peu parce que c'est mon histoire perso sur ça. Quand j'étais à terre, donc je faisais beaucoup de garde. Une fois, je suis resté pour opérer trop longtemps. Et puis le lendemain, donc, j'ai fait 24 heures, et puis je suis resté encore 6 ou 7 heures à l'hôpital le lendemain, donc quasiment 30 heures à l'hôpital, sans dormir. Et puis je suis rentré, puis j'ai eu un accident de voiture en rentrant, mais qui est une histoire, en fait... Quand on travaille à l'hôpital, on se rend compte qu'il y en a plein qui, le lendemain de 24 heures, ont eu des accidents de voiture. J'ai eu un accident de voiture grave, je me suis cassé le bassin et j'ai été hospitalisé dans un service pendant 3 mois où j'étais grabataire. J'étais en traction comme dans le dessin animé. Plutôt autonome. Mais où finalement, le chef de service ne voulait pas m'opérer parce qu'il me connaissait. Il me disait reste 3 mois, on verra après. Il y en a qui disent qu'il faut t'opérer. Moi, je dis que non, tout va bien se remettre en place, mais il faut que tu me donnes de la patience. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce qui était important quand j'étais là, c'était pas le meilleur chirurgien, c'était le fait que justement il me dise qu'il allait pas m'opérer, et la personne qui était le plus importante, c'était pas le chirurgien, c'était l'aide-soignant qui allait venir m'aider à me laver parce que je pouvais pas, parce que j'étais grabataire. Je suis convaincu que ces expériences de vie, que quand on a reçu le soin, on le donne pas de la même manière. Et c'est dans ça que je suis convaincu que c'est quelque chose de contagieux quand on le fait. Les personnes qui en ont eu besoin à un moment et qui l'ont vécu, elles sont beaucoup plus à même de le faire pour les autres. Et voilà. Donc c'est un peu ça, nous, l'idée. C'est de se dire que on peut pas demander à quelqu'un de prendre soin des autres si nous, on prend pas soin de lui. Et c'est vrai... Pas que dans la santé, dans n'importe quel secteur. Y compris dans l'entreprise. Surtout dans l'entreprise. Ouais, dans l'entreprise, mais dans toutes les entreprises. Oui, dans la société, au global, bien sûr. Exactement. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu aux motos, mais... Oui, bien sûr. Je pense que c'est très très bien dit. C'est inspirant en plus. Donc, complètement. Et dans 5-10 ans, One Clinic, c'est quoi ? Alors, dans 5-10 ans, j'en sais rien. En tout cas, on veut être un acteur de la prévention et de manière très importante, arrêter de séparer le soin et la prévention. Donc, au début, on avait une ambition de vraiment révolutionner la santé primaire. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence, et j'aurais pas pu vous dire ça il y a 3 ans, qu'on est en train de pivoter beaucoup plus vers la prévention, par conviction, et parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est très différent. Si vous me demandez qui c'est qui vous pourriez ou vous devriez interviewer... Oui, avec plaisir. C'est un ami qui est le professeur Fabrice Denis, qui est cancérologue, qui est un expert en e-santé, et qui finalement a décidé de basculer complètement. Il a passé la plupart de sa carrière professionnelle à traiter des cancers, donc c'est un brillant cancérologue, et maintenant... Il veut juste se positionner sur les bilans très pointus sur notamment l'âge épigénétique, mais pas que, de se dire qu'en fait, le niveau de preuve scientifique qui existe sur la prévention, il est très très haut. Et donc il se dit, en fait, maintenant je veux passer l'autre partie de carrière à éviter les cancers. Et on a eu cette discussion passionnante où il me disait, si tu m'avais parlé de compléments alimentaires il y a 3 ans, je t'aurais raccroché au nez. Aujourd'hui,
l'impact de ce qu'il y a, de ce qui est mesurable et de ce qui est prouvé. Il n'y a pas tout qui est prouvé, mais il y en a qui sont prouvés, qui ont, encore une fois, des niveaux de preuve scientifique qui sont indiscutables là. Et voilà. Et donc, c'est un super ami avec qui j'échange là-dessus et qui a fait ce pari un peu fou de dire, stop, en fait, je suis plus cancérologue, maintenant c'est ça que je veux faire. Aujourd'hui, c'est quelques mois qui le fait, et pour moi, c'est un super exemple de ce qui est faisable aujourd'hui. Super, hyper inspirant. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Merci à vous. Et à bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté The Human Hack. Si cet épisode vous a inspiré, faites-le savoir. Une note, un commentaire ou un partage sur votre plateforme de podcast préférée, c'est la meilleure façon de soutenir notre mission et de faire voyager nos idées. Ensemble, faisons grandir cette communauté. Pour aller plus loin, inscrivez-vous à notre newsletter sur le site thehumanhack.com. Vous y trouverez toutes les ressources mentionnées dans l'épisode, des contenus exclusifs et de quoi nourrir votre réflexion. Envie d'échanger avec nous ? Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Instagram et LinkedIn. Partagez cet épisode avec votre entourage, vos amis, vos collègues ou toute personne qui pourrait avoir besoin de ce petit hack dans sa vie. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, prenez soin de vous et surtout, Unlock your powers.